Alors c'est quand même un format très particulier parce que d'habitude, on a des gens qui vont parler à la foule. Et là, c'est un petit peu la foule qui nous a parlé, d'une certaine manière. Donc c'est quand même très très particulier. Et là, c'est une toute petite foule qui a travaillé pendant deux séries d'ateliers, vendredi dernier et cet après-midi. Donc c'est tout chaud, là encore la peinture est encore humide. Et on va avoir une série de pitchs et qui sont affichés à l'écran. Donc tu vois le premier pitch. Donc là, c'est la liste de tous les idées qui sont ressorties pendant les 3 ateliers et qu'on va vous présenter. On a une demi-heure à peu près. Il va falloir aller très très vite. Donc ceux qui se reconnaissent, parce que j'ai pas la liste, donc il va falloir enchaîner bien. Donc le premier pitch, c'est Passeport numérique européen. Qui le présente? C'est Axel. Ah, c'est Axel, encore. Allez, retourne. Alors, je ne suis pas censé le présenter, hein, je suis désolé. Il se trouve que j'ai animé l'atelier et que les 2 personnes qui ont travaillé dessus ne pouvaient pas être là ce soir. Donc, je ne suis que le porte-parole. Le point de départ de ce projet-là, c'est de matérialiser 2 choses nécessaires. Donc, on est dans l'atelier culture. C'est celui-là que j'aurais dû commencer par ça. Hein. Comment créer un modèle européen du rôle du numérique dans la société. Et dans cet atelier culture, l'axe qui a été travaillé, c'est celui de matérialiser l'appartenance européenne et matérialiser le bénéfice de cette appartenance européenne. Et donc pratiquement, il s'agit quoi? Il s'agit de commencer par un identifiant européen, c'est-à-dire un Europe Connect. Tout le monde connaît peut-être France Connect, c'est-à-dire des systèmes d'authentification pour accéder aux impôts en France ou à différents comptes. Il s'agit d'étendre ça et de trouver un moyen qu'à un moment donné, un citoyen européen puisse avoir accès à un code unique qui soit transversal au niveau européen. Et pour donner de concret à cette opération, il s'agit avec ce code, pas seulement d'être utilisé par l'ensemble des services pour permettre l'authentification, comme aujourd'hui c'est Facebook, puisque c'est le seul qui est pan-européen. Il s'agit également de lui associer un bouquet de services qui sont des services de tout genre. On en a listé un certain nombre et qui montrent clairement le bénéfice d'être européen. Donc cette base, à la fois le Europe Connect et à la fois le bouquet de services, rendent concret l'appartenance à l'Europe et sont peut-être dans un deuxième temps, et ça a juste été évoqué, la base d'une e-citoyenneté européenne à la lumière de ce qu'il fait en Estonie. Voilà, premier axe de travail. Merci. Merci beaucoup. Applaudissez-le. Deuxième, le pass Eurotech. Caroline. Alors, je m'appelle Caroline, je suis allemande et je travaille chez Evanios. Evanios, c'est une scale-up française, marketplace dans le secteur du tourisme, et on s'est lancé sur plusieurs marchés européens ces dernières années. Mais quand on a commencé notre internationalisation, on s'est posé exactement les mêmes questions que toutes les startups se posent. Est-ce que ce marché est vraiment le bon marché pour moi? Y a-t-il des financements publics disponibles dans le nouveau pays? Comment recruter les talents de la tech de l'autre marché? Ou encore, comment trouver les bons réseaux d'entrepreneurs à succès pour le partage d'expériences? Pour répondre à ces besoins, nous avons imaginé à créer un label européen pour le dédier aux startups à forte croissance, aux véritables pépites européennes, et ça, c'est le pass Eurotech. Donc, le but, aider ces startups à forte croissance à s'implanter dans les autres marchés européens et avec ça, faciliter l'émergence des acteurs européens du numérique. Donc, avec ces passes, les pépites, ils auront accès à un réseau dédié, à des facilités sur le juridique, les recrutements, etc. Mais aussi plus de crédibilité depuis le début dans le nouveau marché, auprès de la presse, auprès des partenaires, auprès des nouveaux clients. Et on pourrait même aller plus loin et penser à des facilités administratives, comme le fait la French Tech, par exemple, avec les visas pour les citoyens non européens, ou à des groupes d'échange entre employés de ces pépites sur le sujet du quotidien, la meilleure organisation ou autre. Donc pour lancer ce projet aujourd'hui, il nous faut une task force à temps plein, un véritable commando de pépites européennes, qui pourrait au début être porté par exemple par le Digital Club franco-allemande, une association déjà existante, et être en collaboration avec BPI, avec des financements allemands, avec French Tech ou autres associations. Dans un premier temps, on doit trouver donc cette task force, ensuite définir les critères d'attribution du label,
faire un premier use case, pourquoi pas avec 3 scale-up françaises, 3 scale-up allemandes, et puis, bien sûr, obtenir un financement qui pourrait venir dans un premier temps du privé, d'entreprises, des VC, et dans un deuxième temps, pourquoi pas, par l'Union européenne. Avec ça, nous aiderons les meilleures pépites de chaque pays à scaler leur business plus rapidement pour devenir très vite des vrais champions européens du numérique. Merci Caroline. Maintenant, on va avoir un package fiscal et social incitatif. Jean-François, mets tes lunettes. Ah ouais. Alors bonsoir, moi je vais vous parler d'un package sur lequel on a travaillé, un package fiscal et social pour favoriser l'émergence d'entreprises européennes du numérique. Comme vous l'avez vu, l'enquête citoyenne a montré l'importance du thème de maîtriser notre destin numérique dans un cadre européen. Alors en fait, on est à un moment où on va changer de tropisme et passer peut-être du tropisme orienté Silicon Valley à un tropisme donc plus européen qui nous permettra de profiter de la richesse et de la diversité de tous ces pays qui composent notre Union. Et évidemment, il fallait et il faut trouver une solution pour compenser les désavantages comparatifs initiaux pour pouvoir se développer dans ce cadre-là. Alors, parmi les désavantages souvent évoqués, c'est la fragmentation des marchés, les langues différentes, les législations nationales différentes, les taux d'imposition différents, etc. Et donc, il faut trouver une solution pour compenser ces désavantages comparatifs initiaux. Alors, notre idée, c'est en fait de développer des avantages pour des entreprises labellisées, entreprises européennes du numérique, leur procurer des avantages à tous les étages. Alors, au niveau de l'entreprise, en jouant sur, bien entendu, les impôts d'entreprise, l'impôt sur les bénéfices, les charges sociales, en jouant sur les avantages donnés aux dirigeants et aux actionnaires, notamment sur les plus-values, les stock options, et puis aussi donner des avantages aux salariés, donc à tous les étages aussi, sur leurs frais professionnels, les complémentaires santé, l'aide à la mobilité, l'aide au déménagement, la scolarité des enfants, etc. Et évidemment, tout ça transposable quand on se déplace, et bien entendu, tout ça dans une gouvernance de qualité, puisque comme il y a beaucoup d'avantages, ça peut attirer des gens qui ne sont pas toujours très bien intentionnés, donc une forte gouvernance de qualité, et évidemment un contrôle de ce label qui est révocable régulièrement. Alors évidemment, pour que ça marche, il faut qu'on s'appuie sur des porteurs de projets. Les porteurs naturels, aujourd'hui, nous semblent être les syndicats professionnels, patronaux et salariés, et puis ce qu'on a appelé les ONG de soutien à l'entrepreneuriat numérique européen. Alors comment on va faire? On va lister tous les critères qui vont permettre de labelliser une entreprise du numérique européen, donc ses implantations, ses parts de chiffre d'affaires, sa valeur ajoutée, etc. On va lister tous les impôts et charges sur lesquels on va pouvoir actionner des leviers. On va un peu cerner les pénalités d'être dans un déploiement européen par rapport à un déploiement américain. On va faire un business case. On va bien vérifier les conditions de transposabilité et de portabilité. On va présenter le projet aux acteurs concernés. Et surtout, on va présenter le projet aux acteurs non concernés. Parce que ça peut quand même créer des jalousies. Pourquoi on va réserver ça pour le numérique et pas pour la métallurgie? Maintenant, notre besoin, c'est très simple. Vous avez donc une boîte aux lettres qui s'appelle champion@g9plus.org, g9plus.org. S'il vous plaît, écrivez-nous. Nous avons besoin de fiscalistes et de lobbyistes. Merci à tous. Merci Jean-François. Christian. Alors, bonsoir à tous. Donc, Christian André, je représente le G9+. Le thème de ce groupe, c'était les achats pro-Europe. Donc, l'idée, c'était de réfléchir à comment rediriger la consommation de produits et services vers une valeur ajoutée européenne plus forte, d'une part, et aussi comment donner accès à des champions européens émergents
à la préférence communautaire. Alors pour ce faire, on part du citoyen, comment l'informer et le sensibiliser. Alors pour ce faire, il faut pouvoir mesurer la part d'Union européenne dans la valeur ajoutée, ça c'est le premier besoin. Comment ensuite l'inciter financièrement pour que le consommateur manifeste sa préférence. Et puis pour les champions émergents, comment les aider à renforcer la souveraineté européenne par une démarche de strategic procurement. Alors l'idée qui nous a semblé la plus simple, je ne sais pas, c'est pas détaillé, ça est de créer une base de données commune européenne, un petit peu à la mode Yuka, comme vous pouvez connaître dans certains hypermarchés, où on peut mesurer la qualité et la composition des produits, où on pourrait sur chaque achat savoir exactement la part européenne qui existerait. Alors ceci combiné dans une démarche où on partirait du consommateur, associé à une démarche où au niveau des États, il y aurait des incitations financières, on peut arriver à quelque chose de calibré. Alors le groupe de travail a défini un peu les objectifs. Aujourd'hui, on s'est dit, pour arriver à construire ce type de base, il faut pouvoir avoir une garantie de traçabilité, validité. Les premières idées qui nous sont venues, c'est de prendre des acteurs type Veritas. On s'est dit, il nous faut certainement d'autres acteurs. Je lance un appel pour ceux qui connaissent et qui sont intéressés par ces sujets, un petit peu comme Jean-François l'a fait précédemment, à venir rejoindre ce groupe de travail et à voir comment décliner la mise en place de ce type de base de données achat déclinée à l'échelle européenne. Et je pense que ceci constitué, on peut arriver à quelque chose d'assez fin, aussi bien dans une démarche en partant du bas qu'en partant vers le haut au niveau des autorités gouvernementales. Merci. Merci beaucoup. Bon, c'est quand même de sacrés pitchers, hein. Franchement, je suis impressionné. Merci, là on est vraiment dans les temps. Alors moi je vais présenter le paradis administratif européen. Si ça doit exister, hein, c'est un rêve. En fait, la problématique, c'est alléger... je pense au micro là. Alléger la complexité et la lourdeur de l'administration. Hein. On a eu une transition numérique de l'administration qui a consisté à transformer des CERFA papier en des CERFA électroniques. Donc en fait, on n'a rien gagné du tout. C'est juste un peu plus facile pour moi qui fait des ratures tout le temps. Et l'objectif que nous avons, c'est de faire gagner du temps pour dynamiser le marché, parce que moins de temps un entrepreneur passe à remplir des papiers, plus il aura de temps à être avec ses clients et innover. Et aussi faciliter toutes les démarches interentreprises et entre l'entreprise et l'administration. Par exemple, avec des systèmes de facturation électronique, des EDI, eh bien, ça peut faciliter les paiements, ça peut réduire les délais de paiement pour libérer du capital employé tout au long de la chaîne de la valeur. Et tout ça, ça pourra nous amener jusqu'à avoir un vrai statut européen unifié de l'entreprise. Hein, et quand on crée une entreprise en Europe, c'est comme aux États-Unis, on en crée une et elle marche partout sans problème. Et on n'a pas besoin de créer des filiales partout. En termes de porteurs, on a bien sûr pensé à Croissance Plus et également à une association qui s'appelle French Road, dont le président est là-bas, je le vois, qui fait la promotion d'X-Road et qui me semble un très très bon modèle justement pour voir la circulation de l'information, et sachant qu'une information qui circule, c'est une information qui a de la valeur. Et en autre partie prenante, nous pensons bien sûr aux cabinets d'audit qui peuvent nous aider à mettre ça en place. Que faire en premier? Peut-être commencer par les indépendants pour capitaliser sur la simplification qui a déjà été faite dans certains pays comme en France sur le statut d'auto-entrepreneur. Quelque chose qui était compliqué, on a su le faire simple. Continuons et essayez de l'étendre en France, en Allemagne et dans les autres pays après. Voilà. Et donc à bientôt pour travailler sur ce propos-là. Sachant qu'il y a champion@genefplus.org, on vous la redonnera tout à l'heure, l'adresse email, et il va y avoir un vote sur ces idées-là pour dire, qui à votre avis, quel est le coup de cœur, hein, celle que vous voudriez faire en premier. Bien sûr, ce sera complètement anonyme, on ne va pas revenir vous voir pour rechercher, mais si vous voulez être impliqué, répondez à l'adresse email. Cas suivant, c'est qui? C'est Accélération, c'est Andrea. Good evening. If you don't mind, I will do my pitch in English because there is at least one person in this room who doesn't understand French, and I want him to understand.
So we all know that good business relations are built on trust, but how do you build trust as a technology startup? First of all, by delivering a good service and a good product and by creating a good use case with your customer. Many French startups work with very prestigious French customers, and the same is true in Germany, of course. So startups invest a lot of time, money, and effort to work with the CAC 40 and other big corporates, and this gives them a lot of credibility on their home market. But as they internationalize their business, all of this work is of quite little use, as their customers' brands are often unknown in the other market. As well as you might not know the German brands Rewe, DM, Rossmann, at least the French of you, Sparkasse or Mediamarkt Saturn, very little German target customers know Leclerc, Carrefour, Boulanger, Fnac, Darty, Crédit Agricole, Boursorama, or La Poste. I know that because I've talked to many of those customers and they don't know us. This is a very big problem as startups lose credibility and trust they deserve from having delivered an excellent service when entering a new market. On the other hand, many companies and big corporates search for technology solutions to their current problems. In many cases, when they do not find the solution in their home market because there is no startup or company delivering this kind of solution, they either work with a second best local solution or they search for a big trustworthy brand from the US that has been promoted in the latest Gartner Quadrant or Forrester Wave. But what if there was a strong startup that has a proven solution right on the other side of the River Rhine? What if the startup has been prepared to cooperate with you in your language, your culture, and has been and complies to your local standards? What if by considering to working with this startup, you access a best-of-breed solution, and in the same time you give the startup a chance to prove himself on your market and to become a European champion? So if you're a corporate or an investor, and you have created great use cases with startups in France or in Germany, and if you would like to help the startup to grow abroad, please come and see us. We would like to create a trusted third party that can work with those projects, the French-German Tech Acceleration Program that will leverage your use case on the foreign market and create value for you as a corporate, for the startup, and for the rest of the European ecosystem. Thank you. Bruno. Merci, je m'appelle Bruno Dumont du G9+. Un thème important qui a été identifié pour faire émerger le secteur européen du numérique est la formation. Et pour convaincre chacun de se former, il faut d'abord que le plus grand nombre adhère à l'idée de ce besoin de faire émerger un secteur européen du numérique. Comment faire adhérer le plus grand nombre? Ça a été le point sur lequel on a travaillé. On se dit que ça ne se décrète pas, l'adhésion, l'engagement. Il faut juste créer les conditions favorables. Une façon de créer les conditions favorables, c'est d'imaginer des actions concrètes dans lesquelles on pourrait embarquer les citoyens en identifiant des motivations d'engagement qui peuvent être multiples. Ça peut être, suivant les gens, le sens du collectif, le sens du travail, le sens de l'utile, l'atteignabilité des projets. Mais ça peut être aussi souvent l'impact sur son environnement proche. C'est pour ça on s'est dit que comme exemple d'action, on pourrait imaginer un projet qu'on pourrait appeler Smart City, qui permettrait de faire adhérer des citoyens justement en identifiant la réponse à des besoins, un impact proche sur chacun des citoyens et en faisant impliquer les citoyens dans la recherche de la solution. Les porteurs du projet, ça pourrait être le G9+ d'abord, mais très vite, ça pourrait être des mairies, des groupes de citoyens auto-organisés, des fournisseurs de solutions numériques qui pourraient être intéressés. Et c'est pour ça qu'on a identifié un deuxième exemple qui pourrait être la création d'un label qu'on pourrait appeler Numérique Européen for Good, qui permettrait de valider que chacun des projets concrets imaginés serait effectivement créateur d'avantages
pour les entreprises, pour les consommateurs ou pour les collaborateurs des entreprises. La création du label numérique européen suppose que des organismes de labellisation se créent, s'autoproclament, et qu'il y ait aussi des organismes de contrôle qui se mettent en place. Les premières étapes de ces projets, c'est d'imaginer des business cases avec des citoyens, de tester la robustesse de ces idées et de faire des pilotes, mais toujours en ayant en tête qu'il faut que ce soit des modèles, que le modèle économique permette de démontrer la réalisation d'économies, à la fois pour les collectivités ou pour les citoyens, et de créer de nouveaux services, de nouvelles activités marchandes, tout en répondant aux motivations d'engagement des citoyens qui permettront de les engager dans ces projets. Mais on a besoin de vous aussi pour être suggéré qui pourrait être véritablement les porteurs de ces projets, parce que c'est peut-être un peu le point à clarifier sur ces points, qui pourrait être le porteur de ces projets, et on peut être preneur de suggestions. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai un petit doute pour le dernier, alors je ne suis pas sûr d'avoir de bon titre. En fait, l'atelier dont on parle, qui vient de se terminer, c'est l'atelier éducation. Évidemment, un terme majeur, parce qu'il s'agit dans cette action en fait, qu'on représente ici, de motiver les talents. Comment on va s'attaquer aux déficits actuels et futurs des emplois, des déficits en termes de professionnels de numérique, estimés à 500, 800 000 en Europe, 80 000 en France. C'est évidemment un enjeu énorme. Et pour nous, il s'agit de favoriser l'exposition de tous les écoliers, de tous les étudiants, à tous les métiers, à toute la diversité des métiers dans le numérique. Et on parle évidemment pas que de l'IT, mais de tous les métiers qui s'expriment aujourd'hui dans l'automobile, la pharmacie, l'agriculture, etc., etc., etc. Donc c'est évidemment extrêmement extensif. Alors, il y a des besoins à court terme, bien identifiés, mais pas du tout, dans lesquels on ne sait pas exactement comment faire aujourd'hui pour attirer et former des jeunes rapidement, pour qu'ils puissent, en dépassant les frontières actuelles en termes de genre, en termes de diversité, comment les inclure et pourvoir ces postes qui sont disponibles. C'est un enjeu qui est extrêmement sensible. Et puis à long terme, sensibiliser au-delà, plus largement, et très tôt, de la primaire jusqu'à la formation tout au long de la vie, pour combler ce déficit. Alors on a identifié 2 types d'actions pour aller vite. Une partie qui serait plus événementielle. Pourquoi pas lancer, ou relancer pour ceux qui ont un peu de mémoire, mais une grande fête populaire et ludique du numérique en France, en Allemagne, en Europe, et qui pourrait s'appuyer sur des événements existants. Vivatech, on en a parlé, Connecti, qui est un événement déjà existant franco-allemand, qui permet aux étudiants d'être confrontés à un emploi des 2 côtés de la frontière, mais qui pourrait se densifier en contenu numérique, parce que c'est pas Connecti n'est pas nativement facile et nativement numérique, je ne le connais pas très bien, mais on pourrait s'appuyer dessus. Excusez-moi de l'approximation, je n'ai pas encore tous les éléments sur ces sujets-là. Et puis, à côté de la partie événementielle, un contenu pédagogique qui serait à susciter, à construire, à concevoir, pour créer des contenus permettant d'expliquer, de démocratiser des grands sujets qui, encore en Europe, souvent font peur du numérique. Je pense éventuellement à l'IA, mais il y a plein d'autres sujets qui pourraient être traités. On a eu un exemple dans le groupe de travail en Finlande, d'un contenu pédagogique destiné à tous les citoyens, extrêmement bien fait et qui démystifie un peu ce sujet et qui permet déjà un premier niveau d'appropriation, mais il faudrait aller évidemment bien au-delà. Il faut parler des contenus qui permettent de faire de l'auto-formation, des contenus qui permettent de faire de la formation qui viennent compléter les formations actuelles. Il y a énormément de choses à imaginer dans les contenus pédagogiques. Et pour aller plus loin sur un si vaste chantier, on a besoin de vous, déjà pour cartographier les actions existantes. Il y a énormément de partenaires et de parties prenantes dès qu'on parle d'éducation, dès qu'on parle de formation. Il y a une initiative qui pourrait être incluse, mais il faudrait ça rapprocher d'eux, c'est la Grande École du numérique, qui a le mérite déjà
d'offrir un guichet unique à de très nombreuses formations qui ont fleuri récemment pour le numérique, et puis bien sûr définir un certain nombre de priorités. Voilà, donc motiver les talents, c'est le titre de cette initiative sur laquelle vous allez voter, je n'en doute pas. Merci. Voilà. Donc, il va y avoir 2 votes. Il va y avoir un vote du public, vous tous, les participants, et il y aura un vote des intervenants. Comme ça, il y aura deux choix. C'est plutôt un choix coup de cœur. Et comme je disais, si vous voulez, en plus de voter pour un projet, vous voulez participer, c'est champion@numérique.org.